Ok, bah bonjour à tous. C'est Nathalie Escavarache, André Pornon et Christophe Andalo qui vont nous présenter leurs travaux au sein du CRBE, Centre de recherche sur la biodiversité et l'environnement à l'Université de Toulouse, et qui travaillent avec des approches intéressantes, donc avec des réseaux d'interaction. Donc là, c'était l'occasion de présenter un peu l'intérêt de travailler en réseau d'interaction. Au niveau des instituts techniques, on travaille souvent pas en réseau d'interaction. Donc là, cette présentation pourrait permettre de s'approprier cette technique pour le faire sur nos essais de régulation naturelle. Et puis en plus, il y aura un élargissement, vous verrez, sur la complémentarité et la synergie entre les services de pollinisation et de prédation. Donc Nathalie, André et Christophe, je vous laisse vous présenter et puis démarrer la présentation juste après. Bonjour à tous. Moi, je vais me commencer par me présenter. Je suis Nathalie Caravage, donc je suis enseignante chercheuse, maître de conférence au CRBE, donc au Centre de recherche sur la biodiversité et l'environnement à l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Et je travaille avec Christophe, André et d'autres collègues sur les interactions plantes pollinisateurs et on travaille notamment sur les réseaux d'interaction. Voilà, je vais laisser Christophe te présenter. Oui, donc bonjour à tous. Donc, je suis Christophe Andalo. J'ai, j'ai pas, je travaille au même endroit, dans la même équipe, dans la même université que Nathalie. Avant de travailler sur ces réseaux, j'ai plus travaillé sur les problèmes de spéciation, en m'intéressant notamment à la pollinisation des mufliers sauvages dans les Pyrénées, où on a deux espèces qui coexistent et qui forment des zones hybrides. Donc, j'ai étudié pendant 15 ans ces zones hybrides. Et puis en 2012, on a commencé du terrain dans les Pyrénées, notamment sur des landes à rhododendron. On va vous expliquer ça. Et on a reconstruit les réseaux à l'échelle des communautés entre les plantes et les pollinisateurs. Et donc André Pornon, moi ça va être vite fait, hein, puisque je suis enseignant-chercheur aussi, même labo, même université, et du coup je travaille aussi sur les réseaux de pollinisation et aussi sur les prairies, donc des prairies mésophiles super intéressantes. Voilà. Ok, donc c'est moi qui commence. Donc en fait, on va faire cette présentation à deux voix, Christophe et moi. Donc je vais commencer et on l'a intitulé NGS et réseaux d'interaction parce que on utilise beaucoup des nouvelles générations de séquençage, donc on appelle les NGS. Alors donc la révolution génomique, c'est quelque chose qui a fondamentalement changé la façon dont on étudie la biodiversité à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de plateformes de séquençage à haut débit qui fleurissent un petit peu partout dans les universités et qui permettent désormais le séquençage rapide de l'ADN de divers types d'échantillons, qu'ils soient environnementaux ou pas d'ailleurs. Alors le séquençage à haut débit, c'est ce qu'on appelle aussi les NGS. Donc le séquençage à haut débit, c'est l'équivalent des NGS et ça permet donc le séquençage rapide de milliers à des millions de molécules d'ADN et d'ARN de façon simultanée. Alors, les suivis traditionnels, comme par exemple l'observation ou le comptage d'individus, c'est quand même des techniques qui sont pas très précises, qui sont souvent très très chronophages. Alors, je vais enlever ça parce que ça me gêne, voilà. Et ça demande une expertise taxonomique assez exceptionnelle, hein, parce qu'il faut des naturalistes qui puissent identifier les espèces. Donc, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et donc, ces NGS, ce sont des outils, pardon, c'est un outil très puissant qui va permettre l'identification des espèces et suivre la biodiversité. Donc, le principe, c'est des identités taxonomiques qui peuvent être identifiées donc, sur la base de courtes séquences d'ADN. C'est ce qu'on va appeler des barcodes. Alors, ces NGS, ils peuvent s'appliquer sur de l'ADN environnemental. Donc, je reviendrai rapidement sur ce que c'est que l'ADN environnemental. Et ça peut aussi s'appliquer sur plusieurs organismes d'espèces différentes. C'est ce qu'on va appeler des bulk samples. Littéralement, ça veut dire échantillon en vrac. Donc, ça va représenter plusieurs organismes, alors que l'ADN environnemental, c'est tout un mélange d'ADN de différents organismes que l'on va trouver dans des échantillons environnementaux comme l'eau, l'air, le sol, etc.
Alors, juste un petit focus sur qu'est-ce que l'ADN environnemental. Cet ADN environnemental qu'on nomme ADN-E, en fait, il va être collecté dans l'environnement. Donc, ça peut être l'eau, les sédiments, le sol, l'air, les fesses. Et il est constitué d'ADN intracellulaire ou extracellulaire. Et cet ADN, ça peut être de l'ADN nucléaire, de l'ADN mitochondrial, MT, ou de l'ADN chloroplastique. Alors, un des inconvénients de cet ADN environnemental, c'est qu'il se dégrade assez facilement. Qu'est-ce qui va... Donc, les facteurs biotiques, hein, par exemple, comme les bactéries, les champignons et les endonucléases peuvent intervenir dans cette dégradation de l'ADN. Également des facteurs abiotiques, hein, notamment comme l'exposition aux UV, l'acidité ou la température, peuvent avoir des conséquences néfastes et notamment donc dégrader rapidement cet ADN. En revanche, c'est un ADN qui va persister assez longtemps dans l'environnement. Il a la particularité d'être absorbé dans des molécules, des particules organiques ou minérales. Et le temps de conservation de cet ADN environnemental, donc dans l'environnement, va dépendre grandement des conditions environnementales. Et plus on va avoir des conditions froides et sèches, et ben moins l'ADN environnemental sera dégradé. Alors, il y a eu des études hein, qui ont étudié ça. Et par exemple, on sait que dans le permafrost, la conservation peut se faire des centaines de milliers d'années. Dans les sols contemporains ou dans les sédiments lacustres ou marins, c'est de quelques mois à plusieurs milliers d'années. Et en milieu aquatique, là par contre, on va avoir un ADN on va pouvoir le détecter pendant seulement quelques jours. Alors il y a l'identification des espèces par NGS peut se faire via deux techniques différentes. Le premier, donc ce qu'on appelle le code barre à ADN, ou plus en anglais on appelle ça l'ADN barcoding, hein, le barcoding DNA. Et l'autre méthode, hein, l'autre technique, c'est ce qu'on appelle l'ADN métabarcoding. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux techniques? Donc, le premier, l'ADN barcoding, va permettre l'identification moléculaire d'un individu ou d'un spécimen. L'ADN de chaque individu ou de chaque spécimen va être extrait, donc sera extrait, puis un gène spécifique d'un groupe taxonomique donné sera séquencé. Donc, on verra ça un petit peu plus loin lorsqu'on va aborder nos problématiques sur les interactions plantes-pollinisateurs. Donc, il faut bien garder en mémoire que pour l'ADN barcoding, un individu donne une séquence. Okay, donc, chaque individu a une séquence bien particulière. Dans le cas de l'ADN métabarcoding, en fait, ça permet l'identification d'un ensemble d'individus d'espèces différentes. Alors, ça peut être plusieurs spécimens. Par exemple, plusieurs grains de pollen sur le corps d'un insecte. Hein. Ou ça peut également être de l'ADN environnemental. Donc, de l'ADN environnemental, c'est-à-dire qu'on va trouver dans l'eau, dans les fesses, dans le sol, etc. Donc, l'ADN de ce qu'on appelle cette soupe d'individus, hein, cette soupe d'espèces, donc il y a plusieurs espèces dans ces échantillons quand on travaille avec de l'ADN environnemental et notamment du métabarcoding, va être extraite, comme dans le cas de l'ADN, dans le cas du barcode. Hein, on extrait toute cette soupe, tous ces individus, tous ces échantillons. On va amplifier un gène ou des gènes et on va séquencer via la méthode des NGS. Donc, c'est là que rentrent en ligne de compte les NGS, hein, puisque là, on va utiliser des nouvelles générations de séquençage, donc du séquençage à haut débit. Donc là, on va avoir pour un ensemble d'individus, on va avoir plusieurs séquences simultanées. Et donc, c'est là où le barcode rentre en compte, parce que pour identifier toutes les espèces qu'il y a dans cette soupe d'ADN, cette soupe d'individus, eh bien, on va utiliser des données de barcoding pour pouvoir retrouver l'identité précise de chaque espèce. Donc là, c'est une étape cruciale parce qu'il faut que la base de données, c'est-à-dire le barcoding, soit de bonne qualité, puisqu'on va faire intervenir donc de la bioinformatique qui va, pour chaque séquence dans la soupe, identifier, assigner les espèces à la bonne séquence.
Alors, ce métabarcoding, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une approche qui est une approche multispécifique. Ça va nécessiter la définition de bons barcodes. Donc, c'est ce qu'on appelle le barcode qu'on va développer. C'est ce qu'on appelle la base de référence. Alors, un barcode, c'est quoi? C'est une séquence variable entre espèces, mais qui est très conservée au sein d'une même espèce. Donc, il y a un fort pouvoir discriminant. La séquence, donc ce barcode doit être encadré par 2 zones très conservées d'une espèce à l'autre pour avoir une vaste couverture taxonomique. Et enfin, ce sont des fragments de courts, car l'ADN est souvent dégradé, donc on ne peut pas amplifier des fragments trop longs. Et donc, généralement, c'est des séquences qui font en moyenne environ 150 paires de bases, voire parfois moins. On verra ça tout à l'heure. Donc, les types de barcodes, en fait, ça va dépendre des groupes taxonomiques qu'on va utiliser. Donc, par exemple, pour les animaux, on va surtout utiliser. Il y a un consensus qui globalement entre les chercheurs, c'est qu'on utilise surtout le CO1, donc le CO1 qui est un gène mitochondrial qui est largement utilisé chez la plupart des animaux. Et pour les insectes, on utilise également le CESS, qui est aussi un gène qu'on va retrouver sur l'ADN mitochondrial. Pour les plantes, alors là, il y a pas vraiment de consortium, mais les principaux gènes utilisés, ce sont des gènes qui sont chloroplastiques, à savoir le tRNL, le RBCL, qui sont 2 gènes chloroplastiques, et puis 2 gènes nucléaires, à savoir ITS1 et ITS2, et j'en reparlerai rapidement un petit peu plus loin dans la présentation. Pour ce qui est des champignons, c'est surtout ITS1, donc c'est un gène nucléaire qui est utilisé. Et enfin, pour les bactéries, donc on a d'autres gènes utilisés. Donc, en fonction des groupes taxonomiques, on ne va pas utiliser les mêmes gènes pour définir ces barcodes. Alors, l'application, j'ai mis quelques applications. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire des inventaires de biodiversité, donc ce qu'on appelle le biomonitoring. On va pouvoir détecter des espèces d'intérêt, qu'elles soient menacées, envahissantes, par exemple, analyser des régimes alimentaires, notamment lorsqu'on analyse les fesses, pour connaître le régime alimentaire des animaux. On peut également étudier des paléo-environnements, puisque je vous ai dit qu'on peut utiliser, par exemple, sur des carottes, faire des carottes, des sondages dans les tourbières, par exemple, pour étudier les pollens passés. Et puis, bien sûr, c'est le but, c'est ce que nous faisons. On peut étudier les interactions biotiques et notamment les interactions plantes-pollinisateurs. Donc voilà, la transition, c'est que nous, on s'intéresse aux études, aux interactions plantes-pollinisateurs et on a largement utilisé le métabarcoding pour construire ces fameux réseaux. Alors, on a quelques petits problèmes méthodologiques. Donc, habituellement, traditionnellement, plus exactement, les interactions plantes-pollinisateurs sont étudiées en observant les taux de visite. C'est-à-dire qu'on va compter on va compter les taux de visite en observant les pollinisateurs lorsqu'ils rentrent en contact avec les parties sexuées des plantes. Alors, un pollinisateur qui visite une fleur représente une interaction, généralement, mais est-ce que cette interaction est toujours positive? C'est-à-dire, est-ce que le pollinisateur dépose bien du pollen conspécifique sur le stigmate de la plante? Alors, est-ce qu'il dépose du pollen compatible, conspécifique, et est-ce qu'il en dépose suffisamment? Ou est-ce qu'au contraire, il dépose du pollen incompatible, c'est-à-dire du pollen hétérospécifique. Donc ça, lorsqu'on fait des observations juste des taux de visite visuellement, c'est une donnée qu'on peut absolument pas, on peut pas savoir si une interaction est positive ou pas. Un autre problème méthodologique, c'est que la durée d'observation est courte, parce que souvent on observe pendant 20-30 minutes sur une espèce donnée les pollinisateurs qui viennent, et parfois sur certaines espèces on ne voit absolument rien. Donc du coup, pendant 30 minutes, on n'a aucune interaction. On ne peut pas rester 24 heures sur 24 devant les plantes pour observer les interactions.
Et un autre problème méthodologique que j'ai pas mis sur la diapo et j'ai oublié de la mettre, mais je vais vous la dire oralement, c'est que l'identification des grains de pollen sur le corps des insectes et au microscope, c'est très très long. C'est absolument pas précis, hein, parce que certains grains de pollen sont très très difficiles à discriminer, surtout lorsqu'on a des espèces qui sont taxonomiquement proches. Et à moins d'être des spécialistes, et même certains spécialistes ont du mal à discriminer des grains de pollen appartenant à des espèces très très proches. Donc c'est aussi un biais et un problème méthodologique très 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 important. Du coup, pour pallier à tous ces, on va dire, ces problèmes méthodologiques, eh bien, on va utiliser donc des méthodes de métabarcoding. Donc, la première étape, ça va être d'établir des codes barres pour les plantes et les pollinisateurs qui ne sont pas référencés. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. On va établir des barcodes pour les espèces de plantes, hein, en utilisant donc des gènes donc chloroplastiques, je vous l'ai déjà dit. Donc, nous, on a utilisé l'intron du tRNL, qui est un gène sur le chloroplaste, et un gène nucléaire, donc qui est l'ITS1. Et pour réaliser, établir des barcodes sur les pollinisateurs, on a donc choisi aussi l'utilisation de deux gènes donc, qui font donc le CO1 hein, qui est habituellement utilisé chez les animaux et également le CESS. Donc, en parallèle de ces barcodes, chaque pollinisateur et chaque plante doit être identifié. Hein. Donc, on sait que, par exemple, là, je vous ai mis un Bombus pascorum, on identifie Bombus pascorum et pour chaque espèce, on a un barcode qui lui est spécifique. Et pareil pour les plantes. Donc, il faut que cette base de référence, il faut qu'elle soit le plus juste possible. Il faut faire attention parce que parfois, il faut dans les bases de données publiques, hein, il y a parfois des erreurs. Donc, c'est très, très important de construire cette base de référence, ce qu'on appelle maison, hein, pour qu'elle soit le plus juste possible. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'identifier et quantifier les espèces de plantes dans les charges polliniques des pollinisateurs par la technique de métabarcoding. Donc, l'identification des espèces de plantes dans les charges polliniques, on l'a grâce au barcode qu'on a défini sur les plantes précédemment. Et la quantification, eh bien, on a démontré que c'était possible de quantifier en regardant le nombre de séquences obtenues pour chaque espèce, on arrive à savoir à peu près quel est le nombre de grains de pollen que porte le pollinisateur. Je vais en reparler après. Et enfin, donc tout ça pour faire quoi? Pour déduire et modéliser des réseaux de pollinisation. Alors, le choix des marqueurs pour la réalisation de barcodes, pour les plantes, donc je vous ai dit, on va utiliser l'intron du tRNL. Hein, vous voyez l'intron là, j'ai mis barcode. Hein, l'intron, il fait environ 250 à 300 paires de bases. C'est ce qui va permettre donc c'est ce qu'on va utiliser pour créer la base de référence. Et puis en vert ici, ce qui est représenté en vert, ça c'est une petite partie de l'intron. C'est ça qu'on va amplifier lorsqu'on fait du métabarcoding. Dans le métabarcoding, on n'amplifie pas l'intron dans sa totalité, on amplifie juste une portion de l'intron. Donc c'est la boucle P6 hein, qui fait entre 50 et 75 paires de bases. Alors, les principaux avantages, c'est que c'est ce gène hein, chloroplastique, le tRNL, les amorces sont hautement conservées et donc c'est un système d'amplification qui est très très robuste parce que ça marche très très bien sur toutes les espèces de plantes. Hein, on arrive facilement à amplifier ce gène. La boucle P6, elle peut être amplifiée sur de l'ADN dégradé. Pourquoi? Parce qu'on n'a que 50 à 75 paires de bases. Donc, même si l'ADN est fortement dégradé, on pourra quand même amplifier cette partie hein, du tRNL. Les principales limites, l'intron du tRNL, il a une résolution qui est assez faible. C'est-à-dire que quand on regarde les bases de données publiques comme GenBank, on peut identifier 67,3% des espèces sans ambiguïté. Donc, ça veut dire que on a quelques espèces qui ne sont pas
très bien identifiés par cet intron. Et pour ce qui est de la boucle P6, on a une résolution assez faible, donc de 19,5% qui sont identifiés, mais ça reste quand même supérieur à d'autres systèmes alternatifs existants. Donc c'est pour ça que on utilise ce TRNL, mais également un autre gène, l'ITS, qui va permettre finalement d'affiner un petit peu ces identifications. Donc c'est bien d'utiliser toujours deux gènes parce que comme vous voyez avec l'intro du TRNL, on peut passer à côté de certaines identifications. Donc l'ITS, c'est quoi? C'est un ADN ribosomique, hein, bon, c'est partie de l'ADN nucléaire. Et en fait, il y en a deux, hein, vous avez deux régions, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. On a l'ITS1 et l'ITS2. Et donc, nous, on a choisi d'utiliser l'ITS1. Alors, c'est vrai que dans la littérature, certains auteurs chercheurs utilisent ITS2, mais en fait, l'ITS1, il y a un article qui est paru en 2015 dans Molecular Ecology Resources et il se posait la question de savoir est-ce que ITS1 était un meilleur barcode que ITS2 chez les eucaryotes. Et la réponse est oui. Sur une méta-analyse qui a été réalisée donc avec 10 groupes eucaryotes, les plantes, les champignons, etc., plus des animaux, eh bien, le résultat de cette étude montre que l'ITS1 représente un meilleur code-barre que l'ITS2 pour les espèces eucaryotes. Donc, nous, on a choisi d'utiliser ces deux gènes pour identifier les plantes et les grains de pollen sur les pertes polliniques, à savoir donc le TRNL, la loupe P6 hein, du TRNL et ITS1. Alors, pour les insectes, comme je vous l'ai dit, on va plutôt utiliser un gène mitochondrial, donc notamment le CO1, hein, qui est un gène qu'on voit ici hein, sur la molécule d'ADN mitochondrial. Donc l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de nombreuses copies, hein, donc ça facilite grandement le séquençage. On a un niveau de variabilité qui est très intéressant, puisque les différences entre les séquences de ce gène, les différents individus sont faibles au niveau intraspécifique et élevés en interspécifique. Donc c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on peut facilement discriminer deux espèces différentes avec le CO1. Il y a certaines limites, hein, les limites, je vous les ai citées ici. Hein, il y a une absence souvent de différences génétiques entre certaines espèces distinctes au plan morphologique. Donc, si par exemple on a un temps de divergence trop court ou des phénomènes d'introcation entre les espèces, eh bien, on n'arrive pas à discriminer en fait les espèces. On peut aussi amplifier ce qu'on appelle des pseudogènes, donc c'est des copies nucléaires, et ça a pour inconvénient de surestimer le nombre d'espèces. Donc en fait, ce qu'on amplifie, c'est pas du mitochondrial, mais c'est juste des copies nucléaires, donc ça peut induire un biais d'identification. Cet ADN, il est assez long, hein, il fait 650 paires de bases, donc lorsqu'on a de l'ADN dégradé, eh bien on a aussi des difficultés pour amplifier ce gène. Et certaines espèces vont présenter différents génomes mitochondriales au sein d'un même individu. Et ça aussi, ça peut induire un biais. Mais bon, globalement, c'est quand même un gène qui marche très bien pour discriminer, identifier les espèces. Et à ce gène-là, eh bien, on va aussi rajouter un deuxième gène pour vraiment être sûr de l'identification. C'est donc, je vous en ai parlé, c'est le 16S. Donc, c'est un gène qu'on utilise beaucoup chez les insectes. Alors, l'avantage, c'est que ça permet de compléter ou d'améliorer l'identification qu'on a obtenue avec le CO1, donc le gène mitochondrial dont je vous parlais précédemment. L'inconvénient, c'est qu'il y a très peu de bases de données de référence disponibles pour ce gène-là. Ça commence, mais c'est pas encore satisfaisant, donc il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Et la résolution taxonomique reste encore largement inconnue. Donc les personnes qui travaillent notamment sur les abeilles travaillent sur le CO1, mais de plus en plus aussi développent des bases de référence pour le CESS. Voilà, donc j'ai mis en gros l'importance de la base de données de référence. Hein, c'est vraiment primordial d'avoir une très très bonne base de référence, être sûr de notre base de référence. Donc une bonne identification taxonomique est primordiale.
et avoir des barcodes qui sont corrects. Et faire attention parce que sur les bases de données publiques, ça peut contenir des erreurs d'identification. Donc, la technique de métabarcoding nous, on a utilisée sur les réseaux d'interaction, mais là, c'est juste pour vous montrer un petit peu un résumé de ce qui se passe. Donc, au départ, on capture nos pollinisateurs. Donc, on va les capturer au filet. Alors, comme j'en parlerai un petit peu, mais après, sur les limites de la méthode, mais c'est une méthode qui est très, très, très sensible aux contaminations. Donc, il faut faire super attention à ne pas contaminer et lorsqu'on les prélève, on est obligé d'utiliser des filets propres à chaque prélèvement. Donc, une fois qu'on a capturé nos pollinisateurs, eh bien, on va les débarrasser de leur pollen. Vous voyez que là, l'insecte, il est plein de pollen. Donc, on va le transférer dans un tube avec un détergent qui va laver, qui va nettoyer l'insecte et qui va récupérer le pollen. Et donc, dans le tube, on va avoir plein de pollen d'espèces différentes. Donc, c'est là qu'on va amplifier, on va extraire d'abord l'ADN de cette soupe. On va amplifier les deux gènes, donc la loupe P6 de l'ADN chloroplastique et l'ITS1. Donc, on fait des PCR pour amplifier tout ça. Ensuite, on va séquencer, donc avec un séquenceur, donc avec des techniques de nouvelle génération de séquençage, des séquençages à haut débit. Ça va nous permettre d'avoir des millions de séquences de plantes. Et c'est là qu'intervient la bioinformatique et c'est là qu'intervient notre base de référence, puisque la bioinformatique va aller, alors je vous passe les détails de la bioinformatique, je ne suis pas du tout compétente en la matière. Pour chaque séquence, on va assigner donc des espèces. Et à partir de là, on va pouvoir reconstituer des réseaux de pollinisation. Donc Christophe vous en parlera juste après. Alors, on s'est posé la question de savoir est-ce que la quantification des espèces de plantes dans les charges polliniques des pollinisateurs était possible. Eh bien, la réponse est oui. Là, c'est une étude qui a été réalisée en 2022 où on a pris donc on a regardé si donc là c'est grave, pardon, c'est la relation entre la quantité de grains de pollen de Bombus terrestris et la séquence, le nombre de séquences ITS1 et TRNL. Donc ici, en bas, là, vous avez le nombre de grains de pollen, donc c'est une échelle logarithmique. En ordonnée, vous avez le nombre de séquences et on voit qu'on a de belles relations significatives. Alors ici, on a des espèces, ça marche très bien sur les espèces qui sont très fréquentes dans la communauté. On a vraiment des bonnes relations. Et ça fonctionne également sur les espèces rares. Bon, 2 espèces rares sur 3 ici, on voit qu'on a une bonne relation. Donc, on a une bonne relation entre le nombre de grains de pollen qu'on va trouver sur l'insecte et le nombre de séquences qu'on obtient. D'accord? Donc, ça prouve que la quantification des espèces de plantes est possible dans nos systèmes. Alors, pour terminer, des avantages et des inconvénients, l'avantage du métabarcoding dans les interactions plantes-pollinisateurs, un premier avantage, ça permet d'identifier les taxas de plantes via le pollen à une résolution taxonomique beaucoup plus importante que par la méthode traditionnelle au microscope, puisque vraiment là, on arrive vraiment à avoir les espèces, alors que par la microscopie, des fois, on reste au genre parce que c'est compliqué d'identifier les espèces. Ça permet la détection des interactions à une échelle spatio-temporelle beaucoup plus large, puisque là, on a vraiment tout comment dire, la durée pendant laquelle l'insecte a visité les fleurs et on n'a pas juste une petite fenêtre de 30 minutes d'observation. Donc, on augmente largement l'échelle d'observation au niveau spatial et au niveau temporel. Le métabarcoding va fournir des informations quantitatives sur le type de pollen, je l'ai dit précédemment, et ça permet de construire des réseaux plus réalistes, à la fois à l'échelle spécifique, donc une petite figure qui a été publiée donc en 2017, où on voit qu'en haut, là où il y a les yeux, ça c'est le réseau d'observation, juste quand on fait des taux de visite pendant 10-20 minutes.
Et en dessous, vous avez le réseau en utilisant l'ADN métabarcoding. On voit qu'on a un réseau qui est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus résolutif à l'échelle spécifique. Maintenant, on peut aussi construire ces réseaux à l'échelle individuelle. Donc, pour chaque espèce, individu plutôt, de pollinisateurs, on peut reconstruire des réseaux à l'échelle individuelle. Et si on prend un individu de Bombus lucorum, ça, c'est le réseau lorsqu'on fait des observations visuelles. Et en dessous, vous avez le réseau lorsqu'on utilise les charges polliniques de cet individu de Bombus lucorum via les méthodes de métabarcoding. Donc, on voit qu'on a quand même un réseau qui est très, très différent et celui du bas est beaucoup plus réaliste. Mais bien sûr, il y a aussi des limites. Alors, les limites, c'est que l'ADN environnemental et notamment celui qu'on a, enfin, l'ADN qu'on utilise, qu'on extrait des grains de pollen, et la méthode NGS, c'est quelque chose de très sensible. Hein. La méthode NGS, c'est très, très sensible. Il y a des problèmes de contamination, je vous l'ai déjà dit. On peut avoir des faux positifs. On a un ADN qui est dégradé, qui est souvent en faible quantité, et ça, ça peut biaiser les résultats, et on peut avoir une surestimation des interactions. Tout ça parce qu'on a des contaminations. Donc, on peut avoir des contaminations dans le laboratoire. Donc, il faut vraiment adopter de bonnes pratiques, utiliser des salles qui soient décontaminées, donc des salles blanches, travailler sur des hôtes stériles et faire attention à ne pas contaminer les échantillons parce que sinon, c'est problématique après pour les résultats. On a aussi des contaminations sur le terrain et notamment via du pollen aérien, pollen de poacées et de conifères. On sait que les poacées et les conifères sont surtout pollinisés par le vent, hein, même si c'est les poacées, il y a certains insectes qui viennent chercher le pollen, qui consomment du pollen de poacées, mais généralement c'est pollinisé par le vent. Et donc ce pollen aérien, eh bien, on peut le trouver sur le corps des insectes. On peut également avoir des débris de plantes ou tout simplement de la contamination entre insectes. Donc il faut travailler avec donc je l'ai dit tout à l'heure, avec des filets qui soient le plus propre possible. Hein. Alors pas stériles, mais bon, c'est un peu compliqué d'avoir des filets stériles, mais en tout cas, il faut bien travailler avec des filets qui soient changés régulièrement. Dans les analyses ont été exclues les séquences d'espèces donc pollinisées par le vent et également les espèces rares, donc toutes les échantillons où il y avait moins de 1000 séquences, elles ont été exclues des analyses et je vous l'ai dit, on utilise des filets propres et des tubes stériles individuels. Il y a aussi des problèmes de méthodologie, on peut avoir des erreurs de PCR, des erreurs de séquençage, des mauvaises identifications d'espèces. On peut également avoir des espèces qui sont absentes des bases de données de référence. Donc, c'est tout l'importance d'avoir sa propre base de données. Hein. On peut avoir un manque de variation dans les séquences et donc des mauvaises identifications, notamment entre les espèces proches. Donc, le choix des marqueurs qu'on va utiliser est très important. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les limites et les bonnes pratiques de laboratoire, je vous invite à consulter cet article qui a été publié en 2020 dans Scientific Reports, où il y a des recommandations, notamment en laboratoire, pour éviter tous ces problèmes de méthodologie. Merci Nathalie. Est-ce que des participants ont des questions? S'il vous plaît, déjà sur cette première partie, non? Oui, je n'ai pas vu réagir, mais j'avais une petite question. C'était sur, tu insistais, Nathalie, sur la bibliothèque. Est-ce Oui. qu'au niveau français, on est quasiment sur une bibliothèque exhaustive en termes d'espèces végétales? Est-ce que la diversité la biodiversité végétale, elle est quasiment atteinte en France, dans les bibliothèques? Tu veux dire dans les bases de données Ouais. pour les gènes? Ouais. En France, alors ça c'est, je pourrais pas te dire oui ou non. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles dans les bases de référence. J'imagine que oui, j'imagine que la plupart des espèces courantes ont été séquencées et sont disponibles sur les bases de référence. Maintenant, il faut vraiment être sûr de l'identification qu'on va
voilà, il faut vraiment que comment dire, que l'identification taxonomique soit juste. Et on a toujours un doute, quoi. Enfin, donc, voilà. Donc, c'est vraiment primordial d'avoir sa propre base de référence. Après, il y a énormément de choses qui sont disponibles sur les bases de données. Mais on a toujours des suspicions. Je sais que sur les champignons, il y a énormément d'erreurs de taxonomie sur sur les espèces de champignons. Alors, tu vas me dire, les champignons, c'est peut-être plus compliqué d'identifier que les plantes, hein. Mais il y a toujours ce risque. Maintenant, voilà, à 100%, je peux pas répondre à cette question. Je l'ai pas vérifié, quoi. Je pense qu'on parle de la métropole. Et en outre-mer, est-ce que sous les tropiques, est-ce qu'il y a la même qualité de base que pour les zones tempérées ou pas? Ah, je Je sais sais pas. pas. Non, je sais pas. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, moi je vais en poser une. Dans ton graphique, là où il y a la relation entre le nombre de grains de pollen et le nombre de séquences, alors c'est peut-être les faux positifs qu'on voit apparaître. Il y a pas mal de points qui sont en 0 grain de pollen et où on voit des séquences apparaître. Bah oui, c'est effectivement, c'était l'échelle log. Oui, Ouais. donc, oui, donc le zéro, et il n'y a pas beaucoup, il y avait peu de pollen, et effectivement, là, on a trouvé des séquences dans des échantillons où il y avait peu de pollen. Ça, c'est la limite la relation est loin d'être parfaite, hein, mais Ouais. elle est là, donc elle est significative. Donc, plus il y a de séquences, plus il y a de pollen, mais c'est loin d'être absolument parfait. Ça, c'est une évidence. Mm. Non, bah, après, ce qu'il faut dire, c'est que le nombre de pollen ici, il a été déterminé visuellement, hein, par microscopie électronique, visuelle, pardon, et sur une petite partie de l'échantillon, en fait, hein. Donc, D'accord. concrètement, ça veut dire que ben, s'il y a des pollens rares, par exemple, ben, on Ouais. peut très bien, quand on prélève un échantillon, ne pas en avoir à compter. Mais par contre, il peut y en avoir quand même dans l'échantillon. Voilà ce que d'accord? D'accord. Compris. Tout pour le comptage, en fait, bah, tout l'extraction n'est pas prise. Ouais, ouais. Voilà, pour le comptage visuel, parce que en fait, ça serait vraiment trop long, hein. Donc, il se peut Plus possible. l'espèce Voilà, est... c'est comme ça. C'est un peu l'explication Voilà. qu'on avait Oui, Donc, eue. et à cause de ce biais d'observation, en fait, sur les graphes, plus l'espèce va être dominante, plus la corrélation va être belle, et plus l'espèce va être rare, moins on va réussir à montrer une belle corrélation, mais on peut sous-entendre que si elle est très bonne pour les espèces dominantes, elle sera aussi très bonne pour les espèces rares. Et que c'est le biais d'observation du pollen qui Voilà, fait ouais. que la relation n'est pas très belle. OK. oui, plus C'est les ça? erreurs, oui, 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 ben oui. Mais bon, après, s'il y a beaucoup de pollen et donc beaucoup d'ADN, le séquençage peut aussi pas super bien fonctionner. Voilà, si les quantités d'ADN sont trop grandes. Bon, voilà, donc Ouais. de toute manière, il y a un tas de petites erreurs qui vont se mettre dans Ouais. les deux comptages, et bien dans le séquençage et dans la comptage de pollen, dont le biais dont parlait, enfin le bruit dont parlait André. Mm. Alors, pour aller dans ce sens-là, nous, on avait fait du métabarcoding dans le sol pour les micro-organismes du sol, champignons, bactéries. Et le labo nous disait qu'il n'y avait pas de corrélation, nombre de séquences, nombre de importance de la population dans le sol. Et du coup, enfin, j'ai voulu le vérifier, hein. Donc, à chaque fois, j'avais pris 2 échantillons d'une même parcelle et j'avais fait analyser les 2 échantillons indépendamment, Ouais, en disant pas au labo que c'était la même chose, hein. Et après, j'ai fait la corrélation entre les 2 échantillons. Et j'ai eu une très belle corrélation de nombre de brins pour chaque, enfin sur une analyse, je vais avoir par exemple 100 brins pour la première espèce, et puis je vais avoir aussi pratiquement 100 brins pour la seconde analyse de la même espèce en fait. Donc j'ai une relation Y égale X très très jolie, ce qui me... mais sur combien de points, excuse-moi? Ah bah, il y en avait 5000, hein, 5000, quelque chose comme ça, hein. Oui, mais là, les deux échantillons sont analysés de la même manière. Les 2 échantillons sont analysés de la même manière, mais pas pas en même temps.
pas dans le même labo. Enfin, il y a une manip pour le premier échantillon et une deuxième manip pour le deuxième échantillon. D'accord, oui. Hein. Ah, ok. C'est parce qu'il disait que Donc ça c'était veut dire que pour le c'est séquençage. reproductible. Ouais, quand on faisait l'amplification, c'est là qu'il pouvait y avoir des erreurs qui Ah, ok. faisaient que les chiffres étaient plus très bien. Ouais, Et ouais. du coup, là, comme il y a eu deux amplifications différentes pour le même échantillon, et que j'ai une très belle relation Y égale X, moi, ça m'a laissé supposer que non, en fait, on pouvait dire que le nombre de brins était un bon indicateur de l'importance de la population dans le sol. Ça rejoint ce que vous avez trouvé là, quoi. Mm. Et puis j'avais une autre petite question. Alors, je connais la réponse, mais je crois que vous ne l'avez pas abordée, ou sinon je n'écoutais pas à ce moment-là. Combien de temps peut rester un grain de pollen, enfin un grain de pollen qui tombe sur un insecte, il va rester détectable combien de temps quand vous allez faire l'analyse? C'est-à-dire quand vous allez faire l'analyse, vous allez avoir les plantes qui viennent d'être butinées, mais jusqu'à combien de jours avant on peut déterminer les plantes butinées? Je ne sais pas si ma Impossible à question dire. est très claire. On n'a pas étudié ça. Ça, il faudrait faire des manips spécifiques, hein. Ouais. Là, tout ce qu'on se dit, c'est que probablement c'est quelques jours, mais là, par contre, on n'a pas d'idée, hein. D'accord. On n'a pas étudié et je crois pas que quelqu'un ait étudié ça. Ça reste à faire. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je vous laisse poursuivre. OK? Sur la notion de réseau, donc qu'est-ce qu'un réseau d'interaction? Bon, bah, c'est des nœuds qui sont reliés par des liens et chaque lien est une interaction. Donc, on peut avoir plusieurs formes de réseaux. On peut avoir des réseaux unipartites. Là, vous avez des gens, par exemple, sur le premier réseau, là, où chaque nœud est équivalent, hein. C'est des réseaux de personnes qui sont reliés, par exemple, via un réseau social ou peu importe. Et nous, on s'est intéressé à d'autres types de réseaux où on a deux types d'individus, typiquement deux niveaux trophiques. Donc en haut, des pollinisateurs qui visitent, par exemple, en bas des plantes. Donc là, je vous ai donné un sous-réseau, par exemple, dans la Pampa en Argentine. Et donc, à chaque insecte, on peut faire un lien avec une espèce de plante quand on a vu ou qu'on a trouvé du pollen de cette plante sur l'insecte. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut passer d'un réseau unipartite à d'un réseau bipartite à un réseau unipartite. On peut très bien faire le lien, hein. Ici, par exemple, je vous ai fait à partir du réseau bipartite à droite. En bas, j'ai recréé un réseau unipartite où cette fois-ci, on n'a qu'un type de nœud, les insectes, mais on va les lier plus ou moins s'ils ont plus ou moins d'espèces de plantes, par exemple, en commun. Donc, d'un réseau bipartite, on peut reconstruire un réseau unipartite d'insectes. On pourrait faire la même chose avec les plantes. Quelles sont les plantes qui partagent le plus de pollinisateurs? Ou le moins, ou est-ce qu'elles n'en partagent pas? Voilà. Alors, nous, nos analyses de réseaux bipartites, on peut donc déjà comment on les représente, les réseaux bipartites. Alors, je vais passer très rapidement parce que Nathalie les a déjà fait. En haut, on va avoir un niveau trophique, typiquement les insectes, et en bas, les plantes. La largeur des rectangles, c'est la fréquence. Donc, tout dépend. La fréquence, ça va être un nombre de séquences ou un nombre de visites observées. D'accord? Et on met des liens donc entre ces deux types de compartiments, qui sont donc un lien, une visite. Ça, c'est une première façon. Une deuxième façon aussi de le faire, qui est strictement, voilà, c'est juste la même chose, mais qu'on présente de manières différentes, c'est sous forme de matrice. Vous avez des lignes et des colonnes. Les lignes, ce sont les plantes, et puis les colonnes, ce sont les insectes. Et vous mettez un carré, alors on peut les faire binaires ou quantitatifs, hein, soit un carré plus ou moins gris, plus ou moins noir, pour quantifier le nombre de visites ou le nombre de séquences qu'on a trouvées, et donc, voilà, avoir une idée quantitative du réseau. Alors, il y a plein de packages, hein, qui permettent de représenter et d'analyser ces réseaux parce qu'ils ont des structures mathématiques un peu intéressantes et particulières. Et nous, on a utilisé un des plus répandus qui a été développé par Dorman, un chercheur allemand ici, vous avez, et c'est le réseau, ce qu'on appelle bipartite. Alors, maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, hein, c'est intéressant d'utiliser, de comprendre la structure mathématique en fait, de ces réseaux en prenant trois exemples de paramètres qui quantifient cette structure, la hiérarchisation, la modularité, excusez-moi, et la spécialisation. Alors, par exemple, la hiérarchisation, ou mon nestedness en anglais, ça va vous dire, si on prend le réseau avec sa représentation matricielle, ça va vous dire, et que vous classez les lignes par le plus de visites, par les insectes les plus généralistes,
les plantes, excusez-moi, les plus généralistes en haut, les plus spécialistes en bas, donc qui ont le moins de liens avec des insectes en bas et le plus de liens avec les insectes en haut. Et pareil pour les insectes, vous les classez de l'insecte qui a le plus de liens avec les plantes à droite, à gauche, et puis à droite, l'insecte qui a le moins d'insectes avec les plantes, qui est le spécialiste. Donc, si vous rangez votre matrice comme ça, il faut regarder à quel point les points noirs sont rangés en haut à gauche. Ça vous donne une idée de la nestiness. Alors, concrètement, biologiquement, ça veut dire quoi? Un réseau qui est bien hiérarchisé. Ça veut dire que, par exemple, l'insecte qui est super spécialiste, il va interagir avec, avec la plante qui reçoit le plus d'insectes, donc qui est la plus généraliste. Ou dans l'autre sens, si vous prenez la plante la plus spécialiste, donc qui est visitée par un seul insecte, il se trouve que cet insecte, c'est celui qui visite le plus d'espèces de plantes différentes. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est un réseau qui est très, très bien hiérarchisé. Et visuellement, ça va se voir de la manière suivante. Tous les points noirs vont se retrouver plutôt en haut à gauche. Voilà, alors, pourquoi c'est intéressant ce paramètre? Eh bien, parce qu'il va nous indiquer un certain nombre de caractéristiques dans le fonctionnement du réseau. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, à sa structure, on va pouvoir faire un lien avec son fonctionnement. Par exemple, la stabilité structurelle, donc la stabilité du réseau, on a montré qu'elle était plus grande pour des niveaux, pour des réseaux hiérarchisés. Ça se comprend un peu parce que si vous avez une plante qui est très spécialisée, donc qui n'est visitée que par un pollinisateur, si elle disparaît, cette plante, c'est pas très grave pour les pollinisateurs parce qu'il se trouve que le pollinisateur qui la visite, il est généraliste. Donc, il va être très peu impacté par la disparition de la plante. Et on peut faire le raisonnement exactement dans l'autre sens. Donc, cette nestedness, cette hiérarchisation nous indique la stabilité en fait du réseau. Alors, on peut rentrer dans le détail, hein. Il y a plusieurs types de stabilité. Il y a la stabilité dynamique, celle qu'on utilise en dynamique des populations, là où on regarde quand on perturbe un système, à quelle vitesse il revient sur son point d'équilibre. La stabilité structurelle, c'est celle que je vous ai illustrée là. C'est l'espace des paramètres qui permettent de maintenir tous les intervenants du réseau. Et on voit que l'espace des paramètres, aussi bien plantes que insectes, qui permettent de stabiliser, de conserver tous les, tous les êtres vivants du réseau, est plus grande quand le réseau est hiérarchisé. C'est le dernier réseau à droite, enfin en bas là, il a un espace de paramètres, on le voit dans la figure, qui est beaucoup plus grand. Donc il y a une stabilité structurelle qui est plus grande. Donc la hiérarchisation vous donne des indications comme ça. Bon, il y a d'autres types. L'histoire peut être un peu plus compliquée parce qu'il y a d'autres types de stabilité. La faisabilité, par exemple. Je peux rentrer dans les détails. Si vous voulez des questions, on pourra y en discuter après. Donc voilà pour la hiérarchisation. Je prendrai un autre exemple, la compartimentation. Alors c'est quoi la compartimentation? C'est quand il existe des sous-réseaux dans un réseau. C'est-à-dire des ensembles dans le réseau qui vont, dans des ensembles d'organismes, plantes, insectes, si je prends les pollinisateurs, qui vont préférentiellement interagir et qui vont peu interagir avec d'autres modules. Ça va former un module, puis on va avoir des sous-modules qui vont être un peu isolés les uns des autres, mais à l'intérieur des modules, les insectes et les plantes interagissent beaucoup. Voilà. Alors là, je vous ai donné quand on parle de la compartimentation, tout le monde cite en fait un réseau qui a été créé dans les ans, parce que c'est quelque chose qui a été étudié par Ollensen en 2007, et il a bien illustré ça avec un réseau qui a été créé, qui a été construit dans les Andes au Chili, dans des prairies alpines. Et là, on voit effectivement que on va avoir des diptères qui sont plutôt avec des corolles plates, les hyménoptères avec des corolles plutôt actinomorphes, zygomorphes, excusez-moi, etc. Donc, ils vont former des espèces de sous-réseaux. Et vous verrez, nous, on l'a retrouvé très, très bien aussi dans nos réseaux. Alors, pourquoi c'est intéressant pourquoi cette modularité, elle est intéressante? Eh bien, parce que elle va théoriquement freiner, en fait, les perturbations. Bon, ça, c'est quelque chose que tout le monde, qui est très facile à s'imaginer. Plus le réseau est structuré en sous-réseau, moins ce qui va se passer dans un sous-réseau va perturber les autres sous-réseaux. Donc ça a été montré, les réseaux de résistance, d'ailleurs, utilisent beaucoup ce principe-là. Ils compartimentent, ils étaient compartimentés pour pas tomber tous ensemble. Et ça a été aussi bien montré en écologie par May dans les années 70. Et alors, il existe assez peu de preuves expérimentales de ça. Il y en a une que j'ai trouvée rigolote, là, c'est Gilles Arance en 2017. Eux, ils ont fait des métapopulations de colamboles en les faisant interagir en sous-réseau. Là, on voit le dispositif expérimental. Et ils montrent que vraiment, la modularité augmente la résilience du système
mais seulement à des niveaux de perturbation intermédiaires. Voilà. Donc c'est rigolo aussi, c'est que l'histoire n'est pas si simple que ça, comme d'habitude. Et là, ça a été montré expérimentalement. Donc pour des niveaux de perturbation ni trop forts ni trop faibles, le système est plus résilient s'il est compartimenté. Donc voilà, encore une fois, pour ce deuxième paramètre, on a un lien structure-fonctionnement qui est intéressant. Enfin, pour la spécialisation, donc ça c'est aussi assez évident, est-ce qu'on a de la redondance écologique dans vos réseaux? À gauche, donc je reprends sur les réseaux plantes utilisateurs, vous avez un réseau qui est assez sans redondance, grosso modo une espèce de plante, une espèce d'insecte, bon, pas exactement évidemment, mais en gros, alors qu'à droite, on a une redondance écolique qui est beaucoup plus grande, les espèces d'insectes vont visiter beaucoup plus de plantes et les espèces de plantes vont être visitées par beaucoup plus d'espèces d'insectes. Et ça, bah aussi, le lien avec le fonctionnement est assez évident. C'est-à-dire que dans le premier cas, vous allez avoir des extinctions en cascade, c'est-à-dire que vous supprimez un insecte, bah vous allez supprimer la plante avec qui il partage le lien. Par contre, si vous avez de la redondance écologique, eh bien, les extinctions en cascade vont être beaucoup moins probables. Voilà. Donc, c'est une autre façon de voir le problème, hein. C'est un autre paramètre de la structure que la hiérarchisation, mais qui a des implications un peu identiques. Voilà. Alors, l'autre chose qu'on peut dire sur cette spécialisation, bah, c'est qu'elle va aussi nous renseigner sur les services de pollinisation, potentiellement, puisque en gros, si votre service, si vous avez une belle spécialisation entre les espèces d'insectes et les espèces de plantes, vous avez plus de chances de transporter du pollen conspécifique, alors que si vous avez des espèces d'insectes qui se baladent entre différentes espèces de plantes, vous avez plus de chances de voir du pollen hétérospécifique sur chaque pollinisateur, et donc d'avoir une qualité de la pollinisation qui est moindre. Voilà, ça c'est la théorie. Bon, alors il y a quand même des études qui montrent que cette théorie, elle se base pas sur rien, mais les données ont tendance à la confirmer. Ça, c'est une analyse que j'aime bien, qui est une méta-analyse de Blockton. Donc là, chaque point que vous voyez dans le graphique, c'est un réseau. D'accord? Et on a 4 types de réseaux. On a les réseaux plantes pollinisateurs, qui sont en jaune. On a des réseaux plantes et disperseurs de graines, qui sont en noir. Et les réseaux rouges et verts, ce sont des réseaux plantes pyrmécophytes pour les rouges. Et pour les verts, je crois que c'est les plantes et c'est fourmis, plantes nectarifères. Donc, c'est des relations de plantes-fourmis dans les deux cas. Alors, ce qui se passe, c'est que la taille du réseau et la spécialisation ont tendance à être corrélées. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce graphique en 2D, ce plan. Mais on voit quand même très, très bien que à taille identique, les réseaux plantes pollinisateurs ont tendance à avoir une spécialisation qui est plus grande, puisque les points jaunes ont tendance à être un peu plus haut dans le graphique, et ce, quelle que soit la taille du réseau. Donc, ce n'est pas un effet de taille du réseau, c'est vraiment une spécialisation qui est un peu plus grande. Donc, on comprend bien pourquoi, avec ce que je viens de vous dire avant, c'est que la sélection devrait pousser les plantes à être un peu plus spécialisées, à filtrer leurs pollinisateurs, et donc on devrait avoir une spécialisation du réseau qui augmente. Et on le voit donc dans cette méta-analyse avec tous ces réseaux. Il y a des mais, voilà. Par exemple, j'ai trouvé une étude, la Théodorou en 2016, il ne trouve pas de relation entre spécialisation et service de pollinisation. Et puis, on comprend bien que la spécialisation, c'est un peu plus complexe que ça. De quelle spécialisation on parle? Alors là, moi, je vous parlais d'une spécialisation dans les réseaux espèce-espèce, mais c'est peut-être pas celle-là qui est la plus intéressante, parce que vous pourriez avoir très bien un insecte qui est assez généraliste, hein. Je vous dis ici un bombus qui visiterait 2 espèces de plantes. D'accord, mais un bombus, en fait, ça, c'est ce que vous voyez. Mais si vous ne distinguez pas les individus, ben, peut-être que ce n'est pas ça qui se passe dans la réalité, c'est plutôt ce qui va se passer à droite. C'est que vous avez des individus, soit de colonies différentes, soit d'une même colonie, mais des individus différents qui se spécialiseraient sur des plantes. Et au final, vous voyez quelque chose de généraliste, alors qu'il existe une spécialisation. Et on comprend bien que pour le service de pollinisation, c'est le deuxième niveau, en fait, auquel il faut s'intéresser. Le premier ne nous dit pas grand-chose. On s'en fiche que sur une colonie de quelques centaines de bourdons, si chaque bourdon est assez spécialisé, c'est pas un problème. Bon, on sait que c'est pas tout à fait vrai. Ils vont quand même sur les mêmes espèces de plantes, hein. Ils se copient les uns les autres, donc voilà. Bref, c'est la spécialisation dans les réseaux espèce-espèce, c'est pas celle-là qui est la plus reliée au service de pollinisation. C'est ce que je voulais dire à travers cette diapo. Alors, je vais aller rapidement pour vous présenter nos travaux, ce que nous, on a trouvé, hein, quelles sont les caractéristiques des réseaux que nous, on a pu construire. Alors, je ne reviens pas sur cette diapo, parce que Nathalie l'a déjà présenté, comment on a reconstruit nos réseaux. Donc, à travers les charges polliniques des insectes, on a reconstruit chaque insecte sur quelle plante il allait.
Et là, je vous ai donné les réseaux qu'on a publiés en 2017. Donc, à droite, vous avez les réseaux reconstruits à partir des NGS. Et à gauche, les réseaux d'observation. Ben oui, parce que quand on capture les insectes dans nos landes à rhododendron, en 2012, là, dans les Pyrénées, à chaque fois qu'on prend un insecte sur une plante, on note l'insecte évidemment, mais on note la plante sur laquelle on l'a trouvé. Donc, en même temps qu'on reconstruit le réseau NGS, on reconstruit le réseau d'observation classique. Une fois qu'on a déterminé sur chaque espèce, sur chaque individu insecte, quelle plante il a visité, on peut agréger les données plus ou moins. Alors, le premier, si on les agrège fortement, on peut les agréger par exemple fortement en termes de groupe, c'est les réseaux duaux. C'est-à-dire qu'on a regroupé toutes les espèces de plantes qui présentaient des fleurs zygomorphes, des fleurs tubulaires, des fleurs ligulaires, des fleurs actinomorphes. Et en haut, bah, on a regroupé tous les apis, tous les bombus, les ampis, etc., les cirques, etc. Donc, vous voyez, on peut faire des niveaux d'agrégation une fois qu'on a les données. Et donc, là encore, on va pouvoir comparer observé et NGS. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur le niveau d'en haut, donc l'agrégation maximum, là, bah, on a des réseaux qui sont très cohérents entre observé et NGS. C'est-à-dire que les hyménos, les bombus et les apis vont aller sur les fleurs zygomorphes, grosso modo, alors que les orchidées, les cirques, les diptères vont plutôt aller sur les fleurs actinomorphes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe dans les réseaux observés avec les visites, et c'est quelque chose aussi qu'on observe dans les réseaux NGS. Voilà. Alors, l'histoire est un peu, si on regarde un peu plus dans le détail, ces deux réseaux-là, à ce niveau d'agrégation-là, disent pas tout à fait quand même la même chose. Si vous regardez à droite, dans le réseau observé, les bombus et les apis sont quand même beaucoup plus spécialisés sur les fleurs zygomorphes qu'ils ne sont sur les réseaux NGS à gauche. Voilà, donc si on regarde dans le détail, il y a quand même des différences. C'est cohérent, mais il y a des petites différences qui pourraient quand même faire faire des différences dans le fonctionnement. Alors, si je prends le niveau intermédiaire d'agrégation, c'est les deux réseaux du milieu. Donc, à gauche, NGS, à droite, observé, je rappelle. Donc, ce que vous voyez tout de suite, c'est que l'observé à droite, bah, il a beaucoup moins de liens que le NGS à gauche. Là, c'est des réseaux espèce-espèce. On a regroupé tous les individus d'une même espèce pour les insectes, et pour les plantes, c'est ce qu'on a de toute façon. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle le réseau espèce. C'est le plus classique, c'est celui que vous allez le voir dans la plupart des publications. C'est ce niveau d'agrégation-là qui est utilisé, qui est représenté. Donc, nous, là, on voit une belle différence qui est évidente entre l'observé et le NGS. Et en fait, on a 4 fois plus de liens dans les réseaux NGS. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir aussi, on a détecté beaucoup plus de plantes. On a détecté 68 plantes par les méthodes de métabarcoding, alors qu'on n'en détectait que 26 visuellement. Et ce qui est aussi vraiment intéressant, c'est que les plantes qu'on a rajoutées dans les réseaux NGS, elles n'étaient pas localement présentes. Elles étaient à des patchs plus loin, enfin, elles sont localement, enfin, elles étaient présentes dans la région où on était, mais pas dans le patch qu'on avait étudié. Voilà, donc ça c'est intéressant. Et on avait aussi quelques espèces rares. Les insectes que vous observez, vous les observez sur un patch, mais ils ont été butinés bien plus loin que le patch. Quand on pense qu'une abeille, elle butine dans un rayon à peu près de 3 km, mais ça peut aller jusqu'à 10, c'est pas étonnant. Voilà. Et donc là, par rapport à ce que disait Nathalie, ce qui est intéressant dans les NGS, c'est que vous augmentez l'échelle temporelle. On va voir ce qu'a visité dans le passé un insecte, mais on va aussi voir ce qu'il a visité dans l'espace. On augmente aussi l'échelle spatiale. Et ça, c'est intéressant. Et enfin, le dernier niveau, mais ça, Nathalie en a parlé, c'est que comme on a pour chaque insecte individu son pollen load et les plantes qu'il a visitées, ben, on va pouvoir avoir des échelles individuelles dans les réseaux. C'est la dernière série de réseaux que vous avez dans le graphique ici, là, tout en bas. Voilà, donc évidemment, quand c'est observé à un insecte, vous l'avez observé sur une plante. Donc vous avez un seul lien. Alors que de l'autre côté, à un individu insecte observé, vous avez beaucoup plus de liens. Alors juste un point, autant on a observé sur ceux du milieu là, autant on a observé beaucoup plus d'espèces de plantes avec les NGS, autant ça a été, l'espèce d'insectes était relativement équivalente. Alors, ce qui était intéressant dans l'analyse de ces réseaux individuels, on était un petit peu plus loin, c'est qu'on a par exemple calculé le lien moyen, le nombre de liens moyens que vous pouviez trouver au niveau d'une espèce d'insecte, et le nombre au niveau moyen des individus
D'accord? On peut comparer le nombre de partenaires que vous avez trouvé au niveau de l'individu avec celui que vous avez trouvé au niveau de l'espèce. Et on voit en fait, avec ce graphique, que les individus ont beaucoup moins de liens que leur espèce. Autrement dit, donc, dans ce graphique, un point égale une espèce d'insecte. En bas, vous avez le nombre de liens que vous avez trouvé par individu moyen, et en haut, le nombre de liens par espèce, le lien de lien moyen de l'espèce. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, les individus, les espèces plutôt généralistes, elles sont formées d'individus plutôt spécialistes. Voilà. Donc, c'est la deuxième situation que j'avais décrite tout à l'heure dans ma diapo, qui est plutôt la vérité, qui est plutôt celle qu'on va observer dans nos réseaux. Voilà, donc ça, c'est l'échelle individuelle qui va nous permettre de l'appréhender. Alors, concernant les paramètres de structure, eh ben, en fait, on a trouvé quand même des différences entre réseau NGS et réseau visuel avec les visites. On a une hiérarchisation et une modularité. Donc ça, c'est les cases en jaune. Vous pouvez regarder le texte à gauche. Ça résume en fait ce que dit le tableau. C'est qu'on a une hiérarchisation et une modularité qui est plus petite avec les réseaux séquences. Voilà. Et vous avez une eveness. Ça vous dit combien les interactions sont également réparties entre tous les membres de vos réseaux. Donc l'eveness est plus grande dans les réseaux reconstruits à partir des NGS. Donc, je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Le fait que ces paramètres de structure soient différents, c'est intéressant parce que ça dit probablement quelque chose sur le fonctionnement. Donc, si on trouve des différences avec les NGS, ça veut dire qu'on trouverait des fonctionnements différents que si on les inférait avec les de visu. On a une spécialisation qui est plus petite et donc une généralisation qui est plus grande. Donc, on a plus de redondance écologique. Donc, par exemple, là, ici, on aurait, sur la base des réseaux NGS, on aurait l'impression que les extinctions en cascade sont moins probables. Donc, tout ce qu'on dit qui est différent de ce qu'on voyait quand c'était reconstruit visuellement, ça nous dit que peut-être visuellement, on se trompait sur certains points dans le fonctionnement. Alors, quelques perspectives, ça, c'est des choses qu'on a publiées. Donc, voilà. Donc, sur des données qu'on a récoltées en 2012. Et on a quand même quelques perspectives. Et je vous ai donné quelques questions qu'on aimerait. Sur ce même jeu de données, on aimerait bien savoir à quel point les visites permettent de prédire le dépôt de pollen et donc le service de pollinisation. Et ça, on a bon espoir de pouvoir l'explorer parce qu'en même temps qu'on a récolté les insectes, on a aussi récolté les stigmates des plantes. Et sur les stigmates, il y a du pollen et on peut donc séquencer le pollen qu'on trouve sur le stigmate. Voilà. Donc, on va pouvoir, par exemple, savoir si les plantes sont plutôt dans des interactions facilitatrices. Ça serait le cas où des espèces de plantes partagent des pollinisateurs, mais ne partagent pas de pollen. Il n'y a pas de pollen hétérospécifique sur le pollen. Voilà. Par exemple, à travers la spécialisation des individus de pollinisateurs. Donc, on va, pour s'attaquer à cette question, on va, à partir des réseaux bipartites que je vous ai présentés, reconstruire des réseaux plantes-plantes. Donc, deux plantes seront reliées si elles partagent des pollinisateurs. Et elles seront d'autant plus reliées qu'elles partagent d'autant plus de pollinisateurs. Et on reconstruira aussi, on a commencé, les réseaux à travers l'analyse des stigmates. Et donc, on va pouvoir comparer ces réseaux plantes-plantes faits, déduits du réseau bipartite avec le réseau plante-plante déduit des stigmates. Et on va essayer de voir s'il y a une bonne correspondance ou pas entre ces deux types de réseaux. Donc ça, les analyses sont en cours. Voilà. En termes de perspective, alors excusez-moi, là, oui, c'est des réseaux de l'agroécologie à la pratique. Donc, il y a une synthèse là, qui a été proposée par Windsor qui est quand même intéressante et qui montre à quel point ces analyses réseau peuvent avoir des applications en agroécologie. Bon, pour faire simple, les plantes cultivées, les animaux élevés interagissent avec les autres organismes de l'agroécosystème et les services émergent des interactions. Donc, évidemment, puisque les réseaux représentent ces interactions, l'approche réseau va être efficace pour essayer de quantifier et de comprendre dans quel cas il y a de bons services ou des mauvais services. Voilà. Alors, c'est rigolo parce qu'il donne quelques recommandations dans cet article. Et donc, il dit, ça serait bien d'avoir plus de données et, par exemple, avec les NGS, on pourrait construire plus des réseaux, ça serait intéressant. Il dit, on pourrait qualifier les interactions, c'est-à-dire pas simplement dire s'il y a interaction ou pas, mais est-ce qu'elle est importante ou pas. Les NGS, on a montré qu'on pouvait avoir un aspect quantitatif, même s'il n'est pas parfait, même s'il y a des limites. Et enfin, une de ses recommandations, c'est de passer à des réseaux multilayers, de pas quantité de 2 niveaux trophiques, mais d'en avoir d'autres.
Et ben ça, c'est le projet qu'on a un peu co-construit ensemble avec le projet Nourrice, où on reconstruirait des réseaux multipartites. Donc là, la question fondamentale, ça serait à l'échelle de l'agrosystème, euh, il faudrait essayer de lier la structure du réseau multipartite au service de pollinisation, d'une part, mais aussi au service de contrôle des ravageurs. Voilà. Et l'application, ça c'est la question fondamentale, et on pourrait avoir des applications directes. Si on arrive à bien répondre à cette question, ça serait est-ce qu'on pourrait définir des ensembles de plantes de manière consistante qui permettraient d'optimiser les services. Voilà. Aussi bien de pollinisation que de contrôle de ravageurs. C'est un peu le cœur de notre partie dans le projet Nourrice. Alors juste en ouverture, hein, j'ai pas fait des analyses et on n'a pas les données, rien du tout, donc je vous présente juste en deux, trois petits diapos les analyses qu'on pourrait imaginer. Donc un réseau multipartite, ben, au lieu d'avoir que des plantes et des pollinisateurs, ben, on a bien d'autres intervenants, des parasitoïdes, des herbivores, des prédateurs des herbivores, etc. Et tout ça, on va les lier, notamment en analysant le pollen qui porte sur eux. Ouais. Et puis aussi en complétant évidemment avec de la bibliographie pour savoir qui mange qui éventuellement. Alors ça a été fait et on a un bon exemple ici et c'est sur lequel on s'est appuyé en fait pour construire le projet. C'est l'exemple des données de Pocock en fait qui ont été publiées en 2012 dans Science où il a reconstruit en fait le réseau multipartite entre tous les organismes qu'il a pu échantillonner à l'échelle d'une ferme. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est une ferme très diversifiée avec plein de milieux naturels. Et il y a Windsor, donc un jeune chercheur anglais, là, qui a utilisé ce réseau construit à l'échelle de la ferme pour mettre en application ce que je viens de vous dire juste avant. Alors, il a sélectionné une sous-partie de ce réseau. Alors, il a pris les flèches rouges que je vais vous montrer ici, il a pris les insectes pollinisateurs et donc leur liaison aux plantes. Il a pris les parasitoïdes des insectes mineurs, les mineuses là, qui forment des galeries dans les feuilles. Et il a pris aussi tous les herbivores et notamment les pucerons. Donc j'ai oublié de le mettre, là, il faudrait à feed, là il faudrait mettre un rond. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir à la fois des interactions positives, les pollinisateurs, les parasitoïdes des mineurs, mais aussi des interactions négatives à travers les herbivores. Alors, il a proposé une analyse, moi, que je trouve rigolote. Ce qui est bien, c'est qu'il donne les codes, il donne les données, donc on peut s'entraîner à le faire. J'ai été un petit peu voir. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait très bien envisager ce genre de données. Donc, vous avez le petit rond en haut, là, c'est un réseau multipartite. Vous avez les herbivores qui sont en vert foncé, je crois. En vert clair, ce sont les plantes. En jaune, les pollinisateurs. Et en bleu, les parasitoïdes. Donc, chaque compartiment est en fait, donc les herbivores, les parasitoïdes et les pollinisateurs sont reliés à une plante. C'est ça qu'il y a. Il n'y a pas de liaison entre les autres. Entre eux, il n'y a pas de liaison, mais ils sont tous reliés aux plantes. Donc, il prend son réseau complet et il échantillonne des plantes. Par exemple, 5 plantes ou 10 plantes. Prenons 5 plantes. Il échantillonne 5 plantes. Donc, s'il prend ces 5 plantes dans son réseau qu'il a construit, il va avoir tous ces acteurs avec lui. Et il fait ça plein de fois. Donc, il rééchantillonne 5 plantes, 5 autres plantes, 5 autres plantes. Il fait des tirages. Voilà. Donc, il va construire plein de petits réseaux avec à chaque fois tous les acteurs. Et pour chacun de ces réseaux, il va quantifier une métrique, il va calculer une métrique qui est par exemple la diversité des pollinisateurs. Prenons cet exemple. Hop. Donc, il va pouvoir classer ces sous-réseaux en fonction de cette métrique et il conservera que les sous-réseaux qui ont la métrique la plus grande, qui donc permettent d'avoir la plus grande diversité de pollinisateurs. Alors, ce qu'il passe, c'est qu'il permet, il va retirer les sous-réseaux qui n'ont pas assez de diversité et il va les recombiner ensemble. C'est l'étape d'après qu'il voit ici. Donc, il fait de la recombinaison. Il prend les plantes qu'il a sélectionnées donc dans les sous-réseaux, il les recombine pour faire des nouveaux réseaux. Voilà. Et puis, il y a la mutation, c'est-à-dire des plantes qui ne sont pas présentes dans les sous-réseaux sélectionnés, il les rajoute. Il en rajoute quelques-unes. Donc, il fait comme une espèce de mutation. Et hop, on repart dans un cycle. Là, l'idée, en fait, c'est d'explorer. En fait, on ne pourrait pas explorer tous les cas possibles parce que le réseau est trop grand. Donc, on fait un système de, comme on fait un peu en stats avec les sélections de modèles, on ajoute des variables, on les retire. Ça revient un petit peu à ça. Voilà. Et on rentre dans ce processus. Et à la fin, on va obtenir des sous-réseaux qui optimisent le gain en espèces enfin, la richesse de pollinisateurs.
Donc, par exemple, c'est ce qu'il a obtenu à droite. Il a obtenu un sous-espèce de plante. Donc là, lui, c'était 10 plantes, hein. Il faisait des sous-réseaux de 10 plantes. Et voilà les pollinisateurs, excusez-moi, la constitution de ces réseaux. Ça vous donne la fréquence des différentes plantes dans les meilleurs sous-réseaux. Donc, qui optimise le service de pollinisation. Ce qui est intéressant, c'est que au lieu de se contenter de ça, on va pouvoir, dans la fonction qui permet de quantifier et de classer les sous-réseaux, on peut intégrer d'autres choses. On peut intégrer notamment le service de contrôle des ravageurs et aussi, donc les parasitoïdes, et aussi l'herbivorie. Donc l'idée, ça va être d'avoir des fonctions qui vont maximiser le nombre de pollinisateurs et le nombre de parasitoïdes en termes d'espèces et minimiser le nombre d'herbivores. Donc, vous avez une fonction différente et vous utilisez le même processus. Vous essayez de voir lesquelles plantes permettent d'optimiser à la fois ces 3 services, dont un qui est un 10 services, évidemment. Et vous voyez, ça, c'est le résultat en violet. Eh bien, il obtient des plantes dans ces sous-réseaux qui sont en partie différentes des plantes qu'il avait quand il sélectionnait que sur le service de pollinisation. Donc, le fait d'intégrer deux services positifs, pollinisation, contrôle des ravageurs, et un 10 services avec l'herbivorie, eh bien, ça vous sélectionne un ensemble de plantes différents que si vous aviez juste raisonné à l'échelle d'un réseau bipartite plantes pollinisateurs. Voilà, donc ça, j'ai l'impression que c'est tout à fait applicable, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, avec les NGS, on comptait donc identifier les pollen loads pour gagner en efficacité, en résolution. On comptait se focaliser en fait sur le colza et en se concentrant sur les arthropodes, et puis répliquer dans l'espace et dans le temps, donc l'espace, plusieurs localités, et dans le temps, pendant et après floraison, et aussi quantifier les services de pollinisation, ça va être important. Ce qui serait intéressant, c'est de voir effectivement ce que ça donne en allant jusqu'au service lui-même et pas simplement se contenter d'une métrique qui serait basée sur le nombre de pollinisateurs ou le nombre d'espèces. Voilà. Mais aussi sur le service lui-même. Donc ça, c'est l'objectif du projet Nourrice, enfin du moins de la partie qu'on s'est proposé de mener. Voilà, donc merci de votre attention. Je tiens quand même à remercier tous les gens avec qui on a travaillé. Alors, une bonne partie des résultats et des projets ont été quand même menés par André, hein, qui est présent ici, voilà. Mais on a eu d'autres personnes. On a eu Sandra qui a fait sa thèse avec nous. Il y a eu Monique qui a beaucoup travaillé aussi avec nous. Et puis Gabriel Martin qui vient d'intégrer notre petite équipe. Voilà, donc, je tiens à remercier tout le monde. Voilà, si vous avez des questions. Eh ben, merci Christophe. Donc, juste pour petit complément, hein, le projet Nourrice, ce projet a été déposé dans le cadre du RMT, hein. Donc suite à un séminaire ou un webinaire, je ne sais plus, qui avait été organisé avec le muséum où la base SPIPOL avait été présentée, donc la base de recensement d'observation d'interaction de pollinisation sur des plantes en sciences participatives. Et du coup, ça, c'était la base du projet. C'était d'utiliser cette base pour identifier des plantes de service. Après, avec Jérôme Lambion, donc, qui est aussi partenaire et qui est aussi là dans ce webinaire, on a pensé qu'il serait intéressant, au lieu de regarder juste les interactions, peut-être de regarder les pollens qu'il y a sur les insectes. Du coup, on a contacté cette équipe de recherche, donc Christophe, Nathalie et André. Et à ce moment-là, ils nous ont fait découvrir les réseaux d'interaction, l'intérêt de regarder tout ça sous l'angle des réseaux et pas simplement sous l'angle d'interaction unilatérale. Et c'est comme ça qu'est né le projet Nourrice. Voilà. Je referme cette petite précision et puis je laisse place aux questions. Alors, Hélène. Déjà, merci beaucoup. Donc, Hélène Grosse de l'ACTA, donc Association de coordination des instituts techniques agricoles. Je vous remercie pour cet exposé parce que c'est vrai que c'est des méthodes dont j'avais entendu parler, mais j'avais jamais eu l'opportunité d'avoir une description aussi précise et détaillée de ce que c'était exactement et de ce que ça permettait de faire. Du coup, mes questions sont peut-être très naïves et c'est peut-être un peu, voilà, plutôt en essayant de me projeter sur ce que je pourrais faire de ces choses-là qui me semblent très intéressantes. La première, c'était, je me demandais
et en quoi cette approche par réseau d'interaction permet ou pas de questionner les interactions entre un niveau trophique. C'est-à-dire là, par exemple, si vous avez étudié pollinisateurs et plantes, est-ce que ça permet de regarder s'il y a un effet entre les pollinisateurs eux-mêmes? Et derrière ça, moi j'ai en tête la question, est-ce que ça nous permettrait d'avancer sur la question de la compétition abeilles sauvages, abeilles domestiques, typiquement? Ben oui, c'est super pour répondre à ce genre de questions. Et d'ailleurs, ça a été fait, hein. Et Et oui, et en fait, ce qui se passe, c'est que les abeilles modifient grandement les réseaux. Et donc, comment il s'appelle à Marseille? Nathalie. Benoît Chelin, Gélin. Comment? Chelin. Benoît Gélin. Benoît Gélin. Benoît Gélin qui a fait ça avec son étudiante en thèse et ils ont montré qu'il y avait une bonne modification du réseau à travers s'il y avait beaucoup de ruches. Voilà. C'est du réseau d'observation, c'est pas via les Oui, NGS. mais pour le coup, l'analyse réseau, là, elle est super pertinente parce que Hmm. justement, ok. vous allez voir comment vont se redistribuer les liens dans votre réseau quand il y a plus ou moins d'abeilles. Et vous pouvez le faire aussi côté plantes. Par exemple, il y a eu des études où on a mis des espèces invasives, je pense aux griffes de sorcières, et on a montré que le réseau, en présence ou pas de griffes de sorcières, Carpobrotus, là, était très modifié aussi. Voilà. Donc vous pouvez le faire dans un sens, vous pouvez le faire dans l'autre, et justement, il n'y a que l'analyse réseau là, qui va permettre de comprendre globalement, à l'échelle de la communauté, les répercussions, les répercussions que ça va avoir. Et après, j'avais des questions sur le projet Nourrice, parce que, alors il me semble, hein, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais qu'il manque peut-être, en tout cas, les dimensions temporelles. Est-ce qu'il a un peu été évoqué quand vous dites que vous ne savez pas depuis combien de temps les pollens sont sur les insectes, mais j'ai l'impression que pour, je dirais, estimer l'intérêt d'un mélange, notamment si je me projette dans l'application de semer ce mélange dans des parcelles, il y a quand même aussi l'aspect, est-ce que toutes ces plantes, elles fleurissent en même temps ou pas? Est-ce qu'il y a, parce que voilà, le mélange peut être très intéressant d'un point de vue théorique en termes d'équilibre de service, mais si toutes les plantes vont produire en même temps, peut-être que ça va être moins efficace ou en tout cas moins d'intérêt d'un point de vue biodiff que si justement il y a un étalement de la pollinisation et on regarde encore plus des champs autour. Et de même, est-ce que ça permet de regarder aussi, est-ce que finalement ces plantes de nectar et de pollen, elles les fournissent quand par exemple les cirques en ont besoin. Alors, autant les pollinisateurs, c'est peut-être plus régulier, mais est-ce que est-ce que on arrive à voir une sorte de synchronisation ou d'intérêt dans la temporalité? Sur la temporalité, alors oui, ben écoutez, je ne sais pas si ça répond, mais on a bien l'intention justement de faire ça à plusieurs moments. Et ce qui nous intéressait, c'est de construire des réseaux pendant la floraison massive du colza et après, voilà, pour vraiment comprendre ce qui se passe. Euh, et en échantillonnant évidemment autour du colza les espaces semi-naturels. On compte reconstruire ces réseaux à une échelle à l'échelle de l'agroécosystème, quoi. Enfin, voilà. Donc, en tenant compte Paysage, en fait, en gros. du paysage. Voilà. Un petit morceau de paysage. Voilà, donc je Super. pense. Alors, c'est vrai que du coup, si le pollen reste longtemps sur l'insecte et qu'on le séquence, et je suis d'accord que ça va un peu brouiller les pistes, mais quand même, malgré le bruit, je pense qu'on peut avoir un signal entre le début de floraison et le milieu et la fin. Les réseaux vont changer et ça va se voir dans les NGS, quoi. Bon, bah, espérons que le projet passe, qu'on challenge tout ça. Merci beaucoup. Bon, ouais. Oui. Jérôme? Oui, rebonjour. Moi, je m'interrogeais là sur les réseaux, euh, notamment les NGS permettent d'enrichir le réseau parce qu'on a détecté des nouvelles espèces voilà, qu'on n'avait pas vues visuellement. D'un autre côté, vous avez dit vous-même qu'il y avait pas mal de faux positifs. Et comment vous arrivez à détecter dans ces nouveaux signaux, qu'est-ce qui tient de l'artefact de la méthodo et qu'est-ce qui est une vraie donnée scientifique sur lequel, du coup, on peut élaborer des vrais réseaux peut-être plus réalistes et représentatifs de la réalité. Ben, ça, ce qu'on a fait, c'est le seuil, hein. On a utilisé un seuil et pour établir ce seuil, on a utilisé des plantes qui sont pas visitées en fait et qui étaient présentes dans nos parcelles. Mais c'est sûr que il y a une- il y aura du bruit, quoi. C'est et Bon, après, il y a quand même il faut bien voir qu'il y a un travail après, hein, quand même,
une fois que la bio-info est faite, elle nous sort un certain nombre d'espèces. Et évidemment, nous, on garde dans le réseau que les espèces qu'on a dans notre communauté, parce que effectivement, alors notamment, si on utilise des bases de données, on va dire mondiales, là, qui sont libres, souvent on arrive à avoir des espèces complètement folkloriques, hein. Puis donc, il y a quand même un travail à la fin pour faire un tri d'espèces et enlever toutes les espèces qui ne sont pas dans la zone. Mais ce qui est D'accord? intéressant, c'est que ces espèces folkloriques, elles vous donnent un seuil, en fait, que vous allez pouvoir utiliser pour seuiller les données, quoi. Après, l'autre chose, c'est l'histoire d'avoir plus d'espèces. Effectivement, on peut se dire, ben, est-ce que c'est vraiment c'est des vraies espèces? Ça, c'est vraiment une question qu'on peut se poser. Alors, ce qu'on a fait là dans un travail, avec donc d'un côté l'identification des pollens visuels et puis les NGS, eh ben, on s'est aperçu qu'en termes de nombre de taxa, pardon, ben, on est retombé à peu près au même nombre de taxa. Il y avait, je crois, 6 espèces en plus avec les NGS et même nombre de taxa avec les pollens. D'accord? Donc ça veut dire qu'on n'invente pas vraiment de nouvelles espèces. Par contre, la grosse différence, c'est que nous, nos taxa, on les avait essentiellement à l'échelle de l'espèce à, je sais plus, je crois que c'est 80% ou plus, alors qu'avec les pollens, il y avait plein de taxa, mais on avait 7% d'identification spécifique. D'accord? Donc, je veux dire, cette expérience, elle montrait que ben, finalement, on n'invente pas des espèces. Sauf si on ne fait pas le travail à la fin de regarder ben, s'il y a des espèces complètement folkloriques, si on les garde, évidemment, là, ça va complètement biaiser. Mais globalement, si on fait bien, si on a une bonne base de données, que c'est nous qui l'avons faite avec nos espèces, et si après on fait finalement ce travail final ben, d'enlever quand même des trucs qui nous paraissent complètement improbables, bah, c'est quand même assez fiable. Bon, évidemment, c'est pas à 100%. De toute Ah façon, oui, oui, c'est nulle ça. méthode est 100%, mais c'est quand même largement plus fiable en fait que toutes les autres méthodes, quoi, en fait. Et merci. Alors, l'avantage maintenant, c'est Gentil, que Max. en 2012, quand on a commencé les manips, il y avait quasiment aucun labo en France qui faisait ça, et maintenant, en France, il y a plusieurs labos qui sont équipés. Pour faire ce genre de manip. Donc, ça ouvre vraiment beaucoup de perspectives pour des tas de labos disséminés un peu sur toute la France, hein. Eh ben, je vais vous remercier Merci à vous pour votre attention. pour Merci. le prochain webinaire. Aura lieu fin juin et qui va concerner les hyménoptères chasseurs pour présenter ces bestioles-là. Donc, c'est tout le groupe des... Alors, c'est un groupe très vaste avec plein de familles, hein, où les femelles chassent des proies pour leurs petits qu'elles mettent dans des habitats spécifiques. Donc, des urnes pour ce qu'on appelle les guêpes maçonnes, dans le sol pour pas mal de guêpes, des grosses guêpes jaunes. Et puis, ce qui nous intéresse plus, nous, c'est ça, c'est celles qui vont dans les fagots. Et là, vous avez un porphyrdon qui est un chasseur de pucerons. Donc, à la station, on évalue ces bestioles-là depuis 6 ans maintenant. On est dans la 6e année pour essayer de savoir si ça peut être un auxiliaire intéressant. Du coup, vous aurez une présentation, pas de moi, d'une autre personne qui vous présentera un peu la diversité de ces bestioles, ce qu'on peut en attendre, etc.